qui passait par là. Donc on va prendre le chemin des Manardes. Le premier qui sait ce que ça veut dire Manarde, il sera le bienvenu. On va se promener là-bas. Il va te aller. On attend quoi? On y va, on n'attend rien. On est parti. Salut Manon. On n'attend rien, on va manger. Tout le monde en vélo là. Oui. Voilà, nous continuons le chemin des Manardes et ça c'est sa partie originelle. Et normalement on ne doit pas y toucher, elle est préservée parce qu'elle est étroite et vous allez voir qu'elle est bordée de murets en pierre plus loin. Et on trouvera aussi des ornières des charrettes qui allaient chercher des pierres aux carrières. Et on sortira sur la rue du chemin des Fangades pour rejoindre la maison de retraite. C'est un chemin que je conseille à tout le monde en famille. Été, hiver, printemps, il est toujours... aujourd'hui, c'est malheureusement des jours où il est le plus triste parce qu'il n'y a pas de lumière. Mais sinon, là, à partir de là, avec le jeu des lumières entre les arbres et selon les saisons, c'est extrêmement agréable et reposant. Vous arrivez du boulot, vous êtes fatigué, les enfants sont énervés, vous leur faites faire un petit tour de Fangade, de Manarde, et vous arrivez au bout transformé. Mais aujourd'hui, malheureusement, on n'aura pas trop ce jeu de lumière. Par contre, on a une jolie perspective devant nous. Endroit recherché pour les asperges. L'asperge sauvage, c'est là la montée. Voilà, c'est tout ça. Quand vous voyez ça, c'est qu'avant, il y a eu une asperge fraîche. Mais il faut avoir les bons yeux et de la patience, parce que c'est tout petit. Pour en arriver à avoir une petite botte comme ça, il vous faut un petit moment. Il y a également ce qu'on appelle le faux hou, voilà, qui est qu'à Bosseron utilisé pour les décorations pour Noël. C'est du faux hou. C'est pas le vrai, c'est le faux hou, celui qu'on a ici dans le sud. Ou petit hou. Voilà. Là, on arrive aux zones où on voit les ornières qui ont été faites par les charrettes, puisque les charrettes, elles étaient cerclées de fer. Et la carrière est juste là derrière. Elle était utilisée, ce petit chemin était utilisé pour ramener les pierres de la carrière en charrette. Donc vous allez, là on marche dans des traces de charrette, étant donné qu'elles étaient ferrées. C'est un petit exercice pratique, tout petit pour ceux qui se font du VTT. Fin du chemin des Manardes, encore qu'il doit s'appeler chemin des Manardes, mais en tout cas de notre petit chemin sauvage. On arrive en haut à la rue des Fangades, on tourne à droite et on va prendre le chemin qui descend devant la maison de retraite. Parce qu'après on remonte, comme ça on trouve les coteaux d'oliviers et de vignes. Et on parle un peu de la culture de l'olivier, de la vigne. Et puis on revient face au pré Cévennes, quoi. De loin on voit les Gouales, on voit le Mont Lozère. Aujourd'hui on verra pas grand chose, mais on verra le Pixel quand même. Voilà, nous arrivons rue des Fangades, qui vient de la route de Saint-Christol et qui rejoint la route de Montpellier. Avant, ici vraiment, il y avait sur cette rue-là, il y avait très très peu de construction. Ça s'est loti il y a 5 ans à fond. Et puis avant, on était 5 ou 6 à habiter entre le tout début et puis la fin, dont notre menuisier, Monsieur Revel. Mais sinon, on n'était pas plus de 10 familles et c'était pas goudronné. Donc c'est quelque chose que vous aurez du mal à imaginer, mais c'était pas goudronné, il n'y avait pas de trottoir, il n'y avait pas de mur, il n'y avait pas de clôture, il y avait des champs de blé, il y avait voilà. On était déjà à la campagne. Il y a 5 ans, pas plus. Oui. Ah oui, oui, il y a 5 ans.
d'un coup, en 5 ans. Parce qu'il y a une succession qui s'est libérée. Et comme c'est Hectare qui a acheté, Hectare, son intérêt, c'est la société immobilière Hectare qui achète tous les terrains qui sont disponibles. C'était boum, ils ont acheté et ils ont tout construit. Au plus petit possible, parce qu'en plus la loi avait changé, il y avait la loi UR. Donc on a économisé d'avoir. Donc là, nous longeons la maison de retraite. Elle a été faite il y a 7-8 ans. Hein, voilà. De Boisseron. Elle accueille 55 résidents environ. Soit rez-de-chaussée, soit premier. Une maison de retraite. On les réveille un peu. On met l'ambiance. Ah, des belles chrétiens. Des belles de chêne. Ouais. Et puis bon, c'est pas goudronné, donc c'est même pas du voilà. Alors comme on n'en verra pas beaucoup sur le reste de la promenade, on peut observer que suite à la sécheresse sévère dont nous souffrons cette année, on a 6 mois sans pluie quasiment. Les chênes verts particulièrement résistants résistent moins bien selon où ils sont placés. Ceux-là, ils sont en hauteur, ils sont quasiment morts. Après, est-ce qu'ils reprendront si jamais il pleuvait? Bon, peut-être. Par contre, ceux-là ont résisté. Ont-ils eu un peu d'eau? Sont-ils plus enfoncés? Ont-ils une nappe? Mais si vous allez jusqu'à Saint-Hippolyte-du-Fort actuellement, sur la route des Cévennes, c'est assez impressionnant. Sur des dizaines de kilomètres, la garrigue meurt. Elle est sèche. Les scades sont secs, les chênes verts sont secs, les chênes blancs sont secs. Et si on croise une terre labourée, vous verrez que même si d'après ils ont pris des gros sillons, il n'y a pas la moindre trace d'humidité. Alors qu'ils ne devraient pas tarder à semer le blé. Mais pour l'instant, ils ne vont pas semer parce que ça ne lèvera pas. Et je voudrais demander à M. Grima s'il y a longtemps qu'il a vu 6 mois sans pleuvoir. Je ne sais pas si c'est extrêmement rare d'avoir des périodes si longues sans pluie. Donc ça a avancé les vendanges de 15 jours et ça réduit la production de raisins, de vin de 40%. 40%. C'est là que j'ai vu un peu comment ça s'organisait entre nous. Parce que ça avait déjà démarré. Ouais, ok. Alors là, suite à la construction de la maison de retraite, il y a un petit bassin de rétention. Puisque à Boisseron, les problèmes, c'est qu'on est sur... Donc quand il pleut, hop, la pluie, elle descend. Et il faut la retenir quelque part si on ne veut pas qu'elle inonde ou elle emporte tout. Et après, lui donner le temps de disparaître, quoi. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas de problème, hein, c'est sec. Parce qu'il y a un ruisseau qu'on ne verra même pas, qui est le Riotor, qui est sous les ronces, là. On l'aperçoit plus loin, mais sur ce chemin, on ne le voit pas. Là, il est sous les ronces. Et il déborde en cas de pluie, hein, parce que c'est un ruissellement important des coteaux. D'autant que les fossés ne sont plus entretenus. Là, on croise le chemin Saint-Martin. Il est parallèle à celui d'Evangade, pareil. Il vient de la route de Saint-Christol et il rejoint la route de Montpellier. Nous, on va monter par là et on fait une petite boucle et on redescend par ici. On monte tout droit là. Mais tu sais, si ça monte, après ça va descendre. Pour les familles qui ont des enfants, vous pouvez tourner là en bas, vous remontez, vous avez un chemin qui se finit dans la garrigue en cul-de-sac, mais qui vous permet d'avoir accès à tout ce bois. Et alors je peux vous dire, parce que j'en ai amené, j'ai même amené Arthur, Raphaël, tu te rappelles qu'on avait trouvé 2 gros champignons et on venait
Ah voilà, c'est vraiment la forêt magique, hein. C'est la première forêt magique que vous avez proche du village par rapport à l'autre côté. Il y a des sentiers et tout, vous ne pouvez pas vous perdre. Vous partez du chemin d'à côté et automatiquement vous retomberez sur celui-là. Il y a juste quelques petits sentiers, c'est magique, il n'y a pas de passage. Donc là, voilà. C'est un endroit. C'est une fabuleux terre qui a pour été les enfants. préparée pour semer. En général, c'est du blé avec comment ça s'appelle, les subventions de l'Europe. Et lui, il est vraiment prêt parce qu'il a repassé, il a broyé. Mais si on ne l'annonce pas de pluie, il peut semer et il perdra sa semaison. Il va peut-être attendre d'être sûr d'avoir de la. Il faudrait qu'il ait des pluies avant décembre. Parce que sinon, après, ça sera trop tard. Parce qu'il faudrait que ça germe avant le froid. Et puis, dès que le froid descend, hop, le blé prend le dessus et monte. Mais là, jusqu'à maintenant, bon, là, c'est un petit peu mouillé parce qu'il a plu hier. C'est pas du tout assez mouillé et puis il n'y a pas assez de pluie pour que ça pousse, quoi. Après, il est prêt. Il a bien fait, mais... Toutes les vignes arrachées sont remplacées, beaucoup, on va le voir de l'autre côté, par des gens qui sèment du blé. À la zone des coteaux, c'est des terres pauvres, donc elles étaient toutes occupées par des vignes, et quand la vigne ne voulait pas donner ou donnait pas bien, il y avait de l'olivier en complément. Et aujourd'hui, c'est un des paysages désertiques, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de vignes, les oliviers sont abandonnés, ça demande beaucoup de travail, on s'arrêtera à une olivette qui est travaillée, et c'est un peu remplacé parfois par les chevaux. Mais ce qui manque pour nettoyer, c'est aussi et les viticulteurs qui nettoyaient les fossés, qui taillaient, qui nettoyaient. Et puis on avait aussi un troupeau. Après, quand on avait un troupeau, même au dernier, il y avait 50 brebis. Mais ça permettait de nettoyer les fossés, de passer. Ils demandaient l'autorisation. Ils seraient passés, par exemple, dans cette olivette qui est abandonnée. Et ils la taillent pas, mais au moins dessous, il n'y a pas d'herbe. Le bois qu'on a vu qui est impénétrable, dessous, il n'y a pas une herbe qui gêne pour prendre des risques de feu. Et je disais à M. Grimard qu'à Asper, la municipalité a embauché un berger avec 50 chèvres. Et elle fait nettoyer d'abord ses bois et ses espaces, et ensuite les particuliers peuvent dire tu peux venir passer là, tu passes là, tu passes là. Puis lui après il fait son fromage. Mais il n'a pas de terre à lui, mais il nettoie, toute la zone d'Asper. Ah ben, dans les jardins, non, le mouton, la bergerie, elle était juste là derrière, on vient de passer. Ah oui, il venait le long des maisons, hein. Le long des fangades. Il venait le long des fangades, il broutait partout, oui. Poser la question on en trouve dans les carrières, par contre. C'est du calcaire coquillé, et là on en trouve quelques-uns, mais des coquilles simplement. Mais dans les champs, non, on n'a jamais trouvé trop de fossiles. Hein. Non, non. Et donc imaginez que tout ça c'était des vignes, et maintenant ça sera semé, ils alternent, ils mettent du blé noir et du colza. Mais grâce aux subventions de la CE, parce qu'on n'est pas une terre à faire du blé ici, hein. On n'a pas des rendements à blé. Il y a eu des subventions pour arracher des vignes parce qu'il y a une surproduction de vin, et puis après les terres il fallait bien essayer d'en faire quelque chose. Et donc, il y a eu des subventions pour planter du blé. C'est une manière de tenir les terres propres. Parce que si on plante rien, bon, on a ça. Voilà. Si on plante rien, on a ça après. Au Moyen-Âge, il y avait davantage de terre à blé, hein, parce que les gens cultivaient le blé pour se nourrir. C'est la vigne qui a pris le dessus, mais enfin, c'était pas à l'origine, c'était pas une. C'est l'économie qui a fait que Ouais. on a changé et on revient à la culture initiale. Peut-être. C'est du blé, mais si on trouve une autre solution, je pense que ça ne sera pas la solution d'avenir et que le jour où les subventions de la CE vont s'arrêter, selon le changement de climat, on va voir. On va attendre un peu et après on verra. Peut-être des palmiers dattiers, on ne sait pas. Il y a tout un... Et ça, ils n'ont pas envie de s'en occuper. Clairement, c'est surtout ça qu'ils n'ont pas envie de s'en occuper. Voilà. Alors de là, on peut observer l'autre côté. On est arrivé au sommet. Ce côté, ça vous donne Sommières, Villevieille, Villetel. Là, on est arrivé au sommet de Boisseron, on redescend. Coteau, c'est ce que vous faites. Hein. Vous montez, vous descendez, c'est ça les coteaux. Et c'est ça qui fait du bon vin, avec la terre avec des cailloux, la terre sèche, la terre pauvre.
et la terre ensoleillée, parce qu'il n'y a pas le fleuve qui les inonde, donc les raisins sont toujours bons, on fait du bon vin. Et donc là, de ce côté, on a une vue sur Saint-Christol, le village de Saint-Christol. Et quand vous sortez de Saint-Christol par la route qui rejoint la route de Montpellier, si vous vous arrêtez à ce château d'eau là, c'est le point le plus haut d'ici, il y a un chemin qui y va. Vous verrez jusqu'à la mer, vous verrez l'étang de l'Or, la Grande Motte, la Tour Carbonnière et Aigues-Mortes, par beau temps. On voit la mer, entrer à la mer, et donc on est entre mer et Cévennes, puisque les Cévennes, quand on va revenir, aujourd'hui ça s'est dégagé, maintenant on va voir tout à fait le début des Cévennes, et le pic Saint-Loup, puisque ça s'est dégagé. Et alors là, je vais m'arrêter pour que vous regardiez une olivette qui est bien travaillée. Elle pose problème pour passer dedans parce qu'elle a été plantée serrée et le tracteur n'arrive pas à passer. J'ai discuté avec le monsieur. Donc comme il n'a pas de tracteur qui passe, il est taille bas, quoi. Mais alors, il a ramassé ses olives. Ici, globalement, c'est de la picholine, souvent qu'on a, c'est ce qu'on appelle l'olive et la picholine, qu'on utilise pour faire de l'huile. Donc on la ramasse quand elle est mûre, à peu près. Bon, cette année, ils ont commencé plus tôt, parce que sinon elles auraient été toutes par terre, elles étaient sèches. Mais c'est autour du mois de décembre qu'on la ramasse, qu'on la mène au moulin pendant 2 mois. Et ils fabriquent l'huile et ils la rendent 3 mois après. Alors soit c'est le moulin de Villevieille qui est très réputé, soit vous avez des moulins privés qui se sont montés un peu partout. Il y a le moulin Patus vers Bricot-Dépôt, il y a un moulin à Calvisson, il y a un moulin à Saint-Just, et puis je ne sais plus où c'est qu'il y a un autre moulin. Alors pour vous donner une idée du prix, c'est 58 kilos, 0,58 centimes d'euros, pardon. Pour travailler 1 kilo d'olive, il faut 6 kilos d'olive pour faire 1 litre d'huile. Et après, vous le redonne brut, vous la laissez au repos pendant 3 mois. Celles qui viennent des moulins particuliers, elles sont un petit peu troubles au fond, donc il y a un dépôt qui s'est formé. Au moulin de Sommières, quand ils vous la donnent 3 mois plus tard, elle est claire, elle est décantée. Mais ce n'est pas le même prix, parce que même aux oliviculteurs, c'est 10 € le litre. Tandis que là, faites le calcul, ça fait à peu près, j'ai calculé l'autre jour, 4 € le litre de l'huile qu'on ramasse. Alors si on ramasse 80 kg, c'est vos propres olives. Si on ramasse moins de 80 kg, c'est mélangé avec tout le monde, c'est les olives de tout le monde. Mais bon, c'est de l'huile. Hein. Alors là, vous avez une taille à peu près à l'ancienne, c'est-à-dire que c'est vrai qu'ici, dans le sud, on les laisse bas, et on dit qu'un oiseau doit pouvoir traverser un olivier sans que ses ailes touchent le bois. Donc ça doit être ouvert. Voilà. On coupe ceux qui montent trop haut et on coupe ceux qui se croisent. Donc vous voyez, c'est pour ça que ça vous fait des... Vous voyez, il est ouvert comme une fleur. Il est ouvert comme une fleur. Et les bouteilles, elles sont pour essayer de détecter s'il va y avoir s'il y a la mouche de l'olivier. Parce qu'on peut avoir une très belle floraison, mais après ne pas avoir d'olive. Actuellement, depuis des années, on a la mouche de l'olivier. Alors elle rentre, elle pique, elle fait un verre, elle laisse le verre à l'intérieur et l'olive est déclassée. On peut l'utiliser pour faire de l'huile, mais elle est déclassée. Alors il y a des oléiculteurs qui sont d'accord pour être oléiculteurs témoins de la cave oléicole. Ils mettent des pièges à mouches et ils téléphonent chaque semaine à la coopérative pour dire j'ai trouvé les mouches de l'olivier ou j'en ai pas. Et donc vous allez à la coopérative et dessus il y a marqué mouche à Saint-Cériès, ça veut dire aïe, d'où ça vient, ça peut venir mouche à Saint-Christol, mouche, bon. Et on essaie de traiter, mais il n'y a pas de traitements qui sont véritablement efficaces. Ils sont très chers et puis bon. Après, maintenant, on est aux questions, qu'est-ce que ça fait au niveau, est-ce que c'est du bio, est-ce que c'est dangereux, Donc, globalement, on essaie d'enlever. Alors après, il y a des gens qui mettent des petits trucs. Donc moi, il y en avait un qui m'avait donné comme petit truc, c'était de suspendre des bouteilles trouées avec de l'eau et du produit vaisselle. Il paraît que les mouches s'y noient dedans. Bon, chacun peut essayer ce qu'il veut. Jusqu'à maintenant, le vrai produit, il n'existe pas. Après, l'olivier, on a beau dire qu'il pousse dans les terres sèches, il n'y a pas de doute qu'entre un olivier qui n'est pas arrosé et un olivier qui est arrosé, cette année, ils ont ramassé, on va le voir un peu plus loin, il restera bien 1 ou 2 d'olives quand même. Elles étaient sèches, il n'y avait que le noyau. Et quand on les a arrosées, cette année, elles étaient très belles, quoi. Voilà. Mais bon...
pas du tout et le rendement était pas du tout le même. Donc à la cave oléicole, quand il y a la gérante qui en parle, voilà. La gérante, quand elle en parle, elle dit il faut une bonne taille, il faut quand même qu'il soit, si c'est possible, qu'il soit fumé, qu'il ait des nutriments. Parce que si on le laisse sans nutriments, donc le mieux c'est de répandre du fumier de cheval ou des choses comme ça. Et ensuite, c'est qu'il ait un minimum d'eau. Voilà. Donc nous, personnellement, on va essayer sur une dizaine de faire un arrosage goutte à goutte. Voilà. Parce qu'on a vu que sur 2 ou 3... non, on a le droit avec l'eau du Baronne. Comme les vignes. Et pour voir, parce que vraiment, cette année sur 3 oliviers, ça a été spectaculaire, quoi. Donc sur une dizaine. Parce que s'il ne repleut pas, on finira par pas avoir d'olive. Voilà. Après, l'olive, la picholine, on la ramasse verte. Quand on dit qu'elle est verte, c'est qu'elle est verte comme un fruit vert. Et on peut la travailler à la soude pour faire de l'olive d'apéritif. Donc en gros, c'était 10 kg d'olive, 10 litres d'eau, 1 kg de soude et 10 kg d'olive. On les met 10 heures. Au bout de 10 heures, on jette l'eau et on rince l'eau sans arrêt, en ajoutant du sel, jusqu'à ce que cette eau ne soit plus... Enfin, que l'olive, de temps en temps, on mord dedans, qu'elle soit plus âpre. Parce que si vous avez goûté une olive qui n'est pas traitée, c'est infernal. Mais il ne faut pas se louper. Si vous la laissez trop, elle est molle après. Et elle est ratée et elle ne se garde pas. Voilà. Alors, on peut en faire aussi... Mais c'est la picholine. Voilà. On peut prendre aussi de la picholine bien mûre. Il y en a qui l'ont... C'est parce qu'elle a noirci très vite cette année. Elle a mûri. Montre-moi. Montre. Donne-moi ma main. Voilà, regardez. Regardez la taille des olives cette année. Regardez la taille des olives cette année. Ah oui. Elles viennent tomber plus grosses. Voilà. Et normalement, elles sont 2 fois plus grosses, quoi, hein, ou 3 fois. Voilà. Là, elles sont ce qu'on appelle, elles sont mûres. Donc, c'est vrai que quand elles sont noires comme ça, on peut simplement les ramasser et les mettre dans des récipients à l'abri de la lumière, un peu de sel, un peu de thym, et puis les tourner souvent pour pas qu'elles moisissent, jusqu'à ce qu'elles se flétrissent et elles font une olive noire type grec un petit peu. Voilà. Mais il faut beaucoup de patience pour pas que ça moisisse, il faut y penser tous les jours. Voilà, c'est à l'ancienne. Non. Il faut les laisser comme ça parce qu'elles vont rendre leur huile. Elles vont se flétrir, rendre leur huile, et avec un peu de sel, un peu de fenouil, un peu de thym, on fait une olive d'apéritif. Mais ça dure 2 mois. Il faut tourner les bocaux pendant 2 mois. Hein. Va les mettre à la bouche par contre. Oui, c'est ça. Voilà, tu vois. Et les périodes de coupe de l'olivier? Alors la taille, on commence dès qu'on a fini la récolte. Et on peut même tailler en même temps qu'on récolte. Ça n'a pas d'importance, parce que c'est très long. Parce que là, pour faire un arbre, encore qu'il soit pas trop mal taillé, mais il faut compter bien, lui comme il est, il faut tailler, il a bien 2 heures de taille sur un arbre. Il a largement, le colin, si tu veux te lancer, il a largement 2 heures de taille sur cet arbre. Mais par contre, sur les arbres qu'il y a plus loin qui sont semi-abandonnés, il y a 1 journée de taille par arbre. J'en ai 45 si tu veux t'amuser, 45 à tailler. Voilà. En 5 minutes, tu vois, il y a 2 branches là qui dépassent, un coup, 2 coups. Ah, j'ai pris une goutte sur la tête. C'est vrai, hein, j'avais jamais vu un champ d'olivier comme ça. Ouais, c'est là qu'un troupeau de chèvres, ça serait pas mal. Là. Ah, il passe au débroussailleur entre ces... Alors, si vous voulez allonger la promenade une autre fois en famille, vous continuez le chemin et au prochain croisement, vous tournez à droite et vous revenez sur votre droite. Ou au bout du chemin comme ça que je vous montre du doigt, vous allez à gauche et vous pouvez rejoindre l'Ando.
le mas de Landau. Et de Landau, vous pouvez traverser du côté de Saucines. Il y a plein de chemins. Ça, c'est le plus court. Mais vraiment, Bosseron est rempli de chemins pour se balader en vélo ou même à pied, hein, sans problème. Alors là, de ce côté, en bas, on a le Vidourle. Là où on voit un peu les arbres, c'est la route de Saumières. Donc dans le creux, il y a le Vidourle. Donc là-bas, c'est le Gard. Et il y a un dicton qui dit que le Gard ne mouille pas les roues. Que nous, la pluie, elle arrive plutôt de ce côté, ou du côté de la mer. Le dicton dit que le Gard ne mouille pas les roues. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de microclimat avec le Vidourle. Ça, c'est sûr et certain, de même qu'avec Arles. Vous passez de l'autre côté d'Arles, vous pouvez avoir la pluie, vous traversez Arles, il n'y a plus de pluie. Voilà. Et donc le dicton dit le Gard ne mouille pas les roues. Souvent, à Galargue de Montieu, il pleut de l'autre côté. En haut de la garrigue, où on voit le mont Ventoux. Quand on arrive en haut de la garrigue ou quand on est au Semoulin, là, à ce château d'eau, par temps clair, on voit jusqu'au mont Ventoux. Et à la Roque d'Aubé aussi, quand vous montez au sommet de la Roque d'Aubé, vous pouvez voir le mont Ventoux aussi, par temps bien mistral, bien dégagé. Après, là, dans les montagnes, moi je me mélange entre le mont Lozère et le mont Égual. Lozère est le premier et le mont Égual est après? L'Égual est par là et le Lozère est vers là-bas. Donc c'est d'abord l'Égual et la Lozère vers au-dessus de Saumières. Et c'est de là où souvent on va les sommets enneigés. Et là, un petit vent comme maintenant, il fait froid. Qui s'ennuient, les 3 rangées là qui sont marquées avec un petit fil rouge, il faut nettoyer au sol et il faut tailler. Alors quand on en arrive à cet état d'abandon, il y a une journée de travail par arbre. Et il y a 45 arbres. Vous avez 45 jours d'occupation. Et à la saison d'après, on fait moitié-moitié. Même pas entier, moitié-moitié. Que si vous voulez venir entretenir des oliviers parce que vous ennuyez, les 3 rangées qui ont des petits fils rouges, il y en a 45 qui sont à moi. Il faut nettoyer le sol, il faut tailler. Il y a une journée de taille par olivier en dégageant les arbres. Voilà. Donc ça fait 45 journées. Mais je m'occupais des miens déjà. Et voilà, on est de retour sur la route du chemin Saint-Martin. Donc ce que je vous disais, si vous voulez, des fois continuer, vous pouvez continuer, vous traversez en faisant attention. Vous allez en face et vous partez du côté des coteaux de Saucines. Si vous filez sur la gauche, vous aurez des balades vers Beaulieu. Si vous filez sur la droite, vous pouvez rejoindre Saumières. Ou sinon, vous pouvez rejoindre Bosseron par la route principale ou par des petits chemins de vigne aussi. Donc les promenades sont vraiment nombreuses. Lillette, elle est plus vers là-bas. On peut y arriver par là. Il faut traverser au Mas de Boules, à peu près, là où on va au Mas de Boules, partir sur la droite pour aller rejoindre, traverser la Bénovie. Lillette. Maintenant qu'elle la dépasse, on peut.
Alors, si c'est pas trop mouillé, on va rentrer par là. Ça vous a l'air mouillé, là? Pas le premier, on va prendre le deuxième, il est mieux. Alors, je vous signale que ce petit monticule, là où il y a 2 cyprès, il y a un olivier, c'est pas une tombe. Non, habituellement, ce sont des tombes protestantes. C'était une vigne qui appartenait à un monsieur qui était très croyant, et il y a eu une vision. Marcel Hyacinthe. Et donc, il y a une statue, il a une vision de la Vierge. Donc, il y a une statue, il a planté deux cyprès, trucs, et puis il a demandé à celui à qui il prête sa terre et tout ça, personne n'y touche, quoi. Voilà. Et de temps en temps, c'est fleuri, sa fille vient porter des fleurs, des choses comme ça. Donc, il y a eu une vision. Mais on n'est pas devenu aussi célèbre que Lourdes. Nous traversons la zone horticole. Le seul horticulteur qui reste, pour pas beaucoup, 2 ou 3 ans peut-être avant sa retraite, c'est Philippe Méjean, qui donc, là il reste des aubergines mais qui ne seront pas ramassées parce qu'elles sont plus bonnes, quoi. Mais il fait ses aubergines, il fait des salades et il vend tout en direct dans les petits magasins du coin. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a un peu ces restes de tuyaux, de tout ça. Mais dans 2-3 ans, ça sera fini, il prendra sa retraite et il n'y aura pas d'autres horticulteurs parce que c'est un métier trop difficile.